Merci beaucoup, professeur Paul. Après cette brève introduction, je vais aborder les premiers modules sur la rédaction et gestion d'un projet bancable. Ces premiers modules est articulé en principalement, je vais aborder 5 points. Nous allons aborder la définition des concepts clés. Ensuite, nous allons parler des intérêts à rédiger un projet, des différents types de projets, des facteurs de réussite d'un projet et les acteurs des projets. En ce qui concerne la définition des éléments clés d'un projet, donc de tous les concepts liés qui sont en lien avec le projet, il y en a beaucoup, mais nous avons épinglé essentiellement 4 ou 5. Comme vous voyez notre image, nous avons les plans, les programmes et les projets. Les plans, c'est un ensemble de programmes qui sont exprimés dans un document en vue d'atteindre un ou plusieurs objectifs. Et les programmes, à son tour, constituent un groupe de projets et d'activités connexes gérés de manière coordonnée pour obtenir des avantages plus grands que s'ils étaient gérés individuellement. Donc, par programme, vous comprenez qu'un programme peut regorger en son sein plusieurs projets ou d'autres programmes encore. Et si l'objectif est d'avoir un résultat plus grand que si par rapport à un projet qui est géré individuellement. Et le projet, c'est un ensemble d'actions ou d'activités qui sont cohérentes et qui permettent d'atteindre un objectif fixé, donc un résultat, pardon, un résultat fixé à l'avance à atteindre. Il y a la notion du temps, dans un temps précis. Un projet a un début et une fin. Le projet n'est pas indéfiniment ou n'est pas éternel, quoi. Et un projet nécessite aussi des ressources. Nous avons les ressources humaines, matérielles, financières et même immatérielles, définies à l'avance. Dans cette définition, vous comprenez qu'il y a la notion du coût, de la performance à atteindre et aussi du temps. Et ces trois éléments sont vraiment interdépendants. Nous allons le voir plus bas. Par rapport à notre raison d'être à cette session, il est question d'élaborer un projet bancable. Comme vous le voyez bien, c'est un projet qui est susceptible de convaincre une institution financière, de convaincre une banque, de convaincre un bailleur de fonds afin de bénéficier d'un financement pour arriver à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés à l'avance. Voilà un peu les quelques expressions, les quelques mots-clés que nous pouvons comprendre avant d'aborder le vif de notre sujet. Pour qu'un projet soit bancable, il y a plusieurs conditions, critères. Le premier élément, c'est un plan d'affaires bien rédigé. Euh, un plan d'affaires, comme vous le voyez bien, c'est tout un document vraiment utile pour un projet, une entreprise qui permet de convaincre les institutions financières ou une banque ou les partenaires à, à vous octroyer un fonds ou un financement pour réaliser vos objectifs. Ces documents-là, ces documents-là regorgent, en fait, expliquent le fonctionnement du projet, qu'est-ce que le projet, quelle est la situation financière du projet, est-ce que le projet est couvert par tous les contours des documents juridiques, est-ce que le projet donne des garanties pour que lorsque les fonds seront déversés, qu'il n'y ait pas de problème. Un projet bancable a comme condition aussi une équipe de projet avec des compétences et l'expérience requises. Donc, nous devons nous assurer qu'au sein de l'équipe du projet, qu'il y a des ressources humaines capables, qui ont une expertise
par rapport à la thématique traitée dans ces projets. Un projet bancable nécessite euh, des fonds propres couvrant le fonds de roulement. Vous voyez là, il y a plusieurs types de contrats que les bailleurs signent avec les entreprises ou des projets. Il y a des bailleurs qui exigent par moment les préfinancements avant de vous octroyer leurs fonds. Et une autre condition, un projet bancable doit donner des garanties de matériel financier. Comme je vous ai dit, les plans d'affaires se rassurent aussi de la santé financière ou la situation financière de l'entreprise qui va demander le fonds. Nous allons aussi vous donner quelques éléments d'un projet bancable selon les prescriptions internationales. Donc, ce sont des éléments que j'ai déjà abordés plus haut là. L'expertise technique, on doit se rassurer que la technicité au sein de ces projets. On doit se rassurer de l'expertise économique et financière. J'ai parlé de la situation financière du projet qu'on doit financer. On doit se rassurer que le projet aborde aussi des questions liées à l'environnement, la gestion des déchets. Actuellement, on parle même du changement climatique. Nous devons nous rassurer que ces projets que nous devons financer ont des bases juridiques. Nous devons nous rassurer aussi que ces projets prennent en compte les éléments de renforcement des capacités. Et que ces projets aussi ont des éléments qui rassurent sur la durabilité et l'appropriation. Actuellement, en rédigeant un projet, on prend toujours en compte aussi les éléments en lien avec les risques et l'atténuation. Je pense qu'au cours de cette formation, nous allons parler des risques et on évalue aussi les risques quand on élabore un projet. Un peu plus bas, nous allons y revenir. Nous sommes toujours au premier point dans la définition des concepts. Nous allons aborder les éléments en lien avec les caractéristiques d'un projet. Il y en a deux types. Les caractéristiques intrinsèques, donc qui varient d'un projet à un autre, et les caractéristiques extrinsèques qui sont communes à tout le projet. Je vous ai dit dans la définition d'un projet, il y a trois éléments qui sont très importants. Le temps, le coût et la qualité. Ça constitue ce qu'on appelle les triple triangle d'or de la gestion d'un projet ou les triangles de la contrainte d'un projet. Le temps, c'est un délai qui sépare la fin d'un projet du moment où il a été identifié. Le coût, c'est la masse des ressources financières consacrées à la réalisation. Dans certaines théories, on associe coût et ressources en prenant en compte toutes les ressources nécessaires, humaines, matérielles et même financières. Et la qualité, ici par qualité, on comprend la performance atteinte, les objectifs atteints ou les résultats atteints. On comprend la portée du projet. Ici, dans la définition, on parle du seuil d'acceptabilité du projet. La qualité définit les niveaux de combinaison des ressources matérielles et des hommes affectés à la réalisation d'un projet. Donc, ces trois éléments sont, comme je l'ai dit plus haut, sont interdépendants. Donc, lorsque un seul élément est affecté, ça entraîne aussi l'affectation des autres éléments. Nous pouvons y aller par un exemple en disant que nous avons un projet où nous devons appuyer un groupe de déplacés. Lorsque nous avons prévu, par exemple, 1000 kits à distribuer à ces déplacés, donc c'est-à-dire que notre résultat à atteindre, c'est 1000 ménages à qui nous devons distribuer ces kits. Dès que la donne change, nous allons à 1200 kits. Vous comprenez directement que cela doit nécessiter aussi les changements de l'objectif.
Ça doit nécessiter aussi le changement du délai prévu, ainsi de suite, et même le coût. Donc, ces éléments sont vraiment interdépendants. En ce qui concerne le deuxième groupe de caractéristiques, ce sont des caractéristiques intrinsèques, comme j'ai dit, qui sont communes à tout projet. Il s'agit de la nouveauté. Un projet doit donner des idées nouvelles, hein, des idées nouvelles. Un projet doit être unique. Donc, on ne mène jamais deux projets exactement la même fois, deux projets exactement, plutôt on ne mène jamais deux fois exactement le même projet. Ça veut dire que le projet ne peut pas être la reproduction identique de quelque chose qui existe déjà. Donc, on doit sentir à ces projets cette unicité et l'importance. Un projet est là pour résoudre un problème, comme on l'a dit. Qu'est-ce qu'on entend par intérêt à rédiger un projet? Pourquoi la rédaction des projets est-elle importante ou la gestion des projets est-elle importante? Je pense que le professeur l'a dit déjà dans son introduction. Un projet, c'est un outil qui amène les changements. Ici, on l'appelle comme un agent de changement. Il est vraiment le socle du secteur de développement et de l'humanitaire. Les projets véhicules, c'est un véhicule par lequel les changements peuvent se produire. Donc, cela signifie que notre responsabilité, nous, en tant que professionnels de ce secteur de développement, consiste à fournir le maximum de bénéfices aux individus, aux groupes et aux communautés cibles dans lesquelles les interventions se déroulent. Cela veut dire également, si les équipes que nous sommes ne parviennent pas à fournir ces résultats escomptés au niveau du projet, donc il y aura un effet, comme on dit, un effet domino qui va se produire, ce qui rendra moins probable les changements contextuels, les changements comportementaux et situationnels que nous recherchons au niveau des résultats des programmes. Il y a certaines théories qui considèrent les projets comme un outil qui permet de changer le monde, comme vous le voyez. Euh, Toujours dans le même ordre d'idées, ici nous pouvons essayer d'illustrer cet agent de changement qui est les projets. Des millions d'agents de développement changent le monde chaque jour à travers des activités dans les différents domaines, l'agriculture, les soins de santé, la microfinance, la construction, l'éducation. Donc, ils ont en commun une même chose, ils changent le monde à travers les projets, comme je l'ai dit. Les projets aussi, c'est un outil de redevabilité. Comme dans les langages économiques, on dit, on parle de la reddition de comptes. La reddition de comptes qui consiste en fait le fait de rendre compte de la gestion, quand l'administrateur rend compte de la gestion à ses administrés. C'est également nous aussi, nous devons rendre compte de ce que nous faisons à nos bénéficiaires, à nos partenaires. C'est là dans l'optique d'appropriation, dans l'optique de la pérennisation. J'ai essayé d'aborder ici les trois types de redevabilité qui existent. Il y a une redevabilité descendante. Ici, comme je l'ai dit, on doit rendre compte aux communautés et aux personnes que nous servons par nos interventions. Nous devons nous assurer que les services, que le produit que nous offrons à nos bénéficiaires soit de haute qualité, de manière à les rendre plus rentables. Il ne faut pas que nos interventions soient source de conflits ou soient mal perçues par les bénéficiaires. C'est là qu'on parle de l'approche ne pas nuire, do no harm, hein. Ça, c'est en anglais, c'est l'approche ne pas nuire. Donc, chaque projet doit prendre en compte cette approche en restituant, en rendant compte aux communautés et, et en écoutant leurs perceptions. Cela engendrer, dans la mesure du possible, une adaptabilité ou une modification du projet pour arriver toujours à rendre rentable nos interventions.
Le deuxième type de redevabilité, c'est la redevabilité ascendante. Donc, on l'a dit plus haut, lorsqu'on élabore un projet, euh, il arrive des fois qu'on bénéficie des fonds des bailleurs, des donateurs, des contributeurs. Donc, nous devons absolument rendre compte à ces gens-là de la manière dont notre projet évolue. C'est là, en ce qui concerne la gestion efficace des fonds et l'atteinte des résultats convenus. Il existe aussi la redevabilité qu'on appelle horizontale. Ici, les projets, comme on dit, ne se déroulent pas en vase clos. Il y a toujours un cadre de collaboration, un cadre de partenariat qui existe avec d'autres organisations au sein d'une même contrée. Donc, il faut toujours rendre compte de ce qu'on fait pour permettre l'appropriation et la pérennisation. Le troisième point, c'est le point qui aborde les sujets en lien avec les différents types de projets. Bon, il faut dire qu'ici, il y a plusieurs classifications de projets. Bon, on a pris cette classification qui concerne plus le projet de développement. Il y a des classifications en termes de temps, projet à long terme, à court terme, à longue durée. Il y a des classifications en fonction de, du paquet. Mais ici, nous allons aborder les classifications en fonction du développement. Il y a quatre principaux types de projets. Les projets sectoriels, ce sont des projets qui tendent au développement d'un secteur d'activité important pour, par exemple, la comptabilité nationale, comme les secteurs agricoles, pêche, industrie, commerce, santé, etc., etc. Ces genres de projets sont soutenus souvent par l'État, les collectivités locales et même les partenaires au développement, donc partenaires internationaux, locaux, etc., etc. Le deuxième type de projet, ce sont des projets de grande envergure, des projets d'infrastructure, des grands projets d'infrastructure. Ces projets touchent à la construction des grandes infrastructures, routes, barrages, chemins de fer, aéroports, nécessaires au développement d'une région, d'un pays. Les projets institutionnels, vous avez par exemple un projet juste pour le renforcement des capacités. Ce sont des projets qui touchent les institutions. Et puis les projets sociaux. Au quatrième point, nous allons comprendre ce qu'on appelle les acteurs de projet. Il faut dire aussi ici qu'il y a plusieurs, selon différentes théories, il y a plusieurs courants, mais ici nous avons arrêté celui-ci. Il y a cinq principaux acteurs de projet ou les parties prenantes du projet. Les donneurs d'ordre. Je m'excuse, hein, peut-être l'image n'est pas lisible, bon, c'est juste une capture d'écran. Les donneurs d'ordre, c'est en quelque sorte les chefs du projet. Il a pour rôle d'orienter l'équipe du projet qui constitue la base même du projet. Cette équipe doit être multidisciplinaire et cette équipe à son tour est en collaboration avec les utilisateurs, les exploitants, en collaboration avec les sous-traitants et les autres. Nous allons avoir les explications détaillées sur la dia suivante. Quelles sont les contributions de ces différentes parties prenantes au projet? Comme je l'ai dit, les, les donneurs d'ordre, c'est les chefs du projet. Les chefs du projet, de par son statut, il doit avoir toutes les compétences possibles, techniques d'abord, et puis les compétences d'ordre général. C'est celui qui fixe les objectifs du projet, il désigne les principaux acteurs, il valide la progression du projet aussi. Donc, par rapport à ces compétences d'ordre général, là, nous pouvons trouver le leadership
la capacité de gérer l'équipe, la capacité de gérer les conflits. En ce qui concerne les compétences techniques, il doit maîtriser d'abord son projet, il doit connaître les résultats attendus, etc., etc. Le deuxième groupe, c'est l'équipe du projet. Quel est, euh, quel est son rôle? L'équipe du projet construit les plans d'action. Il élabore les budgets prévisionnels, comme nous allons le voir dans notre processus d'élaboration du projet. Il conduit les études en amont, il supervise. C'est l'équipe qui pilote les changements. C'est l'équipe qui organise les supports, le rapportage, etc., etc. En fait, c'est l'équipe, la crème du projet. Il y a aussi des fonctions de soutien. C'est là que nous trouvons tout ce qui nous vient en aide, l'équipe euh, d'appui, comme on appelle, ou de support, de ceux qui voient les aspects logistiques, les financiers, etc., etc., qui apportent des méthodes à l'outil, des méthodes et l'outil à l'équipe du projet. Ils assurent le suivi du planning et du budget. Les utilisateurs, dans ce groupe, c'est là que j'ai mis les bénéficiaires, tous ceux qui bénéficient directement ou indirectement des interventions du projet. Ce sont ceux qui participent à l'expression du besoin et aux essais de validation. Ils contribuent aux tâches de gestion du changement. Ils s'approprient les nouveaux systèmes, de nouvelles innovations que les apportent. Ils s'approprient aussi pour pérenniser. Il peut arriver qu'on contracte avec certains fournisseurs de mise en œuvre ou les sous-traitants, comme on les appelle, par rapport à une expertise bien déterminée. Ils produisent des études techniques détaillées, ils réalisent, testent, ils installent aussi. Euh, le cinquième point, qui est le dernier de ma présentation, nous allons aborder les facteurs de réussite d'un projet. Donc, chaque projet, lorsqu'on l'élabore déjà dès sa conception, c'est en vue de résoudre un problème et en vue d'obtenir le résultat escompté. Ici, on a épinglé quelques facteurs concours qui contribuent à la réussite d'un projet. Un projet doit être élaboré selon une démarche logique. Nous allons le voir, je pense, à partir de demain, la démarche d'un projet. Cette démarche logique doit être systématique et standardisée. Donc, il existe des normes, hein, des standards pour élaborer un projet. Cela nous permet de mieux définir les problèmes, mieux identifier les problèmes, mieux fixer les objectifs et les stratégies d'intervention. Le deuxième élément, c'est la pertinence. Est-ce que notre projet a sa raison d'être? Est-ce qu'il est pertinent? Donc, c'est un facteur très, très, très important pour la réussite d'un projet. Dès que le problème est mal identifié, donc vous comprenez que le reste, même le résultat ne sera pas atteint. Donc, la pertinence, il s'agit de répondre à un problème, sa raison d'être du projet, ses liens avec l'environnement. Comme je l'ai dit, actuellement, pour soumettre un projet, il faut toujours prendre en compte les éléments liés à l'environnement économique, l'environnement social, politique, culturel et même technologique. La faisabilité du projet. La faisabilité du projet, c'est avoir des objectifs clairs, un projet réaliste, un projet atteignable compte tenu du contexte et des moyens. Donc, je l'ai dit plus haut, donc le projet a un triangle d'or qui est constitué du coût, des objectifs et du temps. Un projet réaliste ou faisable doit tenir compte de tous ces éléments-là pour mieux l'implémenter. La visibilité et la durabilité, qui constituent aussi des éléments ou des facteurs qui peuvent rendre un projet bancable, on l'a dit plus haut, surtout la durabilité. Bien que limité dans les temps, nous devons
travailler à ce que ce projet soit durable, et même après la fermeture ou la clôture du projet, qu'on puisse sentir les changements au sein des bénéficiaires. Les partenariats, veillent l'implication des partenaires ayant la capacité et les ressources nécessaires. L'efficience, c'est le rapport coût-efficacité, comme on l'a toujours dit. Avec peu de moyens, nous atteignons un gros volume des résultats. L'efficacité, nous devons nous efforcer à atteindre ces objectifs en quantité et en qualité. Donc, il ne suffira pas seulement de dire on a formé autant de personnes en telle thématique. Il suffira aussi de voir quel est l'effet que cette formation a apporté. Là, on parle de la qualité. Un projet doit apporter un impact. L'impact peut être, peut apporter, c'est peut-être un changement positif ou négatif, mais ici, nous militons pour que les changements soient toujours positifs. L'impact peut être direct ou indirect. L'impact aussi peut être prévu ou imprévu. Voilà un peu, chers collègues, les grandes lignes de ces éléments en lien avec les concepts clés. Nous sommes ouverts pour toute question ou préoccupation. Merci beaucoup.